Bien, bonsoir et bienvenue à tous pour cette nouvelle séance du Conseil de développement. Nous avons à nouveau rendez-vous avec West Media Lab pour parler d'information locale. Et je remercie tout de suite Julien Kostrech et Philippe Roux de leur présence pour animer cette soirée. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Media Lab, mais j'ai l'impression que tout le monde maintenant sait ce qu'est West Media Lab. C'est un centre de ressources, de formation et un laboratoire de recherche dont l'objet est de comprendre et d'anticiper et d'accompagner l'évolution des médias dans le nouvel environnement numérique. Julien Kostrech et Philippe Roux vont renouveler ce soir un exercice qu'ils avaient déjà fait en 2012 pour le Conseil de développement, à savoir un état des lieux des médias locaux, de leur audience et de leurs perspectives numériques. Refaire cet état des lieux 4 ans après est un très très gros travail et je remercie Julien et Philippe pour cet exercice. C'est un élément important de la connaissance du paysage médiatique et de son évolution dans cet environnement numérique qui bouscule beaucoup de situations. Nous l'avons souvent dit ici, c'est une conviction du Conseil de développement. La production et la circulation de l'information sont très importantes pour le territoire. C'est un flux économique aussi bien que celui des transports ou encore de la circulation de l'eau. À titre d'exemple, 2016 a vu disparaître 2 mensuels, Pulsomatique et Terra Echo, qui faisaient partie de ce qu'on avait un peu appelé un pôle innovant de médias à Nantes. Alors heureusement, il y en a encore qui sont là, mais ça démontre que c'est une partie difficile que d'exister dans ce nouvel environnement. C'était pour ces 2 médias d'ailleurs, chacun dans leur domaine, avec leur audience propre, les éléments d'une filière de production locale d'information. L'environnement numérique est en train de transformer les médias à très grande vitesse et l'observation de ce phénomène est indispensable. Et encore une fois, je remercie Philippe et Julien pour le gros travail qu'ils ont fait pour notre séance de ce soir. On va leur passer tout de suite la parole et puis on aura bien sûr l'échange habituel avec eux après leur présentation. Julien. Merci à vous. Merci Philippe, Gabriel, toute l'équipe du Conseil de développement de soutenir déjà le projet West Media Lab dès l'origine et puis nous inviter presque à chaque travaux maintenant à venir présenter nos études ou nos réflexions sur l'évolution effectivement des médias et du numérique. Je vais démarrer quand même par un petit rappel. Alors j'ai une centaine de diapos. Donc, mais je passerai assez vite sur certaines, mais effectivement, alors c'est moins qu'il y a 4 ans. Il y a 4 ans, on était venu avec une présentation qui faisait 173 diapos, qui est toujours en ligne. Mais voilà, donc je vais démarrer sans tarder. Et puis, en vous faisant peut-être un petit rappel déjà de West Media Lab, mais que vous connaissez. Donc cluster en français, c'est une grappe, un regroupement des acteurs de la filière média et autour des médias, tous les acteurs qui interagissent dans cet écosystème. Donc on existe depuis 4 ans maintenant. Voilà, j'en suis l'un des cofondateurs. Voici les médias qui sont adhérents aujourd'hui de West Media Lab. Donc toutes les tailles, tous les supports, aussi bien presse, radio, pure player, télévision. Pure player, c'est les médias qui sont uniquement sur Internet. Et puis derrière le logo Est France, c'est beaucoup de titres, parce que c'est l'ensemble du groupe. Et puis vous voyez, aujourd'hui c'est un gros morceau évidemment au sein du cluster, les acteurs médias et journalistes, mais ce ne sont pas les seuls. On a les médias de collectivité qu'on va retrouver dans les acteurs publics, des labos, des universités, des têtes de réseau, des agences de production audiovisuelle, agences de com, agences de design, des startups, etc. Voilà, on fait à West Media Lab, vraiment une des missions, c'est de mettre en mouvement les entreprises et les métiers, leur personnel, leurs équipes sur le numérique, ou de faciliter en tout cas cette mise en mouvement. Donc on a notamment des ateliers qu'on appelle les HybLab, pour hybride, qui regroupent à chaque fois des professionnels et des étudiants. C'est 200 professionnels qui sont impliqués depuis 3 ans dans ces ateliers, 700 étudiants.
Et puis on a également une journée qui s'appelle le speed training, pardon pour les mots anglais. On aurait pu appeler ça la formation rapide. Une journée avec des professionnels, là pour le coup, ça fait 2 éditions, il y a 400 professionnels qui ont participé. Donc ça nous permet ça de sentir un peu les dynamiques, les problèmes qui se posent sur les métiers et les mutations auxquelles sont confrontées effectivement les entreprises de médias aujourd'hui. Voilà un petit peu pour l'introduction. Alors j'aurai 2 parties dans la présentation, comme le titre l'indique, une partie état des lieux et une partie perspective numérique. D'ailleurs, les perspectives, elles sont quand même essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement numériques aujourd'hui. Sur l'état des lieux, je voudrais préciser aussi, c'est un parti pris. Ce qu'on a essayé de faire, là, c'est vraiment de regarder les choses d'un point de vue économique. Je vois par exemple que Philippe Guineuf est présent. On ne s'est pas intéressé, c'est un vrai sujet, à la qualité de l'information ou à savoir ce qui était produit, quel type d'information, comment évolue l'information. L'idée était plutôt de voir en termes d'audience, en termes d'emploi, et également sur les revenus, et en particulier revenus publicitaires, comment les choses évoluaient. Et comme on était passé ici en 2011, en vous présentant des chiffres pour 2010, on a pris l'intervalle 2010-2015 qui fait 5 ou 6 ans, puisque certains nous ont répondu sur 2009, d'autres sur 2011. Donc voilà le travail qui a été fait sur l'état des lieux. Un petit point méthodologique peut-être, pour vous dire qu'en fait on a adressé un questionnaire à 28 éditeurs nantais. Je peux mettre toute la liste, mais il y en a 18 qui ont répondu. Les réponses ont été complétées par la veille et puis les revues de presse que l'on peut faire à West Media Lab. Et les réponses n'étaient pas toutes complètes. Donc il a fallu aussi composer. Et moi, ce que je vous invite aussi, au-delà des chiffres que je vais vous présenter, c'est de retenir les tendances. Parce que les chiffres bruts, parfois on a les chiffres sur une année pour un média. Donc on n'a pas toujours vraiment une tendance pour tous sur cette période 2010-2015. Donc retenons surtout les tendances. Et puis, à propos de la mesure d'audience, parce que je vais vous parler de mesure d'audience, c'est un sujet compliqué, la mesure d'audience. Juste pour vous dire, alors déjà on a Médiamétrie, un institut bien connu puisqu'il mesure l'audience des télévisions et des radios en France. Et pour Médiamétrie, on a déjà des moyens qui diffèrent. C'est-à-dire que l'audience d'une télévision locale comme Télé Nantes ou d'une radio locale, à Nantes, elle n'est pas mesurée avec un boîtier comme ça fait pour les grandes chaînes. Il y a un boîtier Mediamat qui est posé dans des milliers de foyers français et qui permet d'avoir une audience en temps réel. Elle est faite à partir d'une enquête téléphonique, donc qui peut être réalisée qu'une fois par an, parfois sur une semaine, où on va demander aux Nantais, sur un échantillon représentatif de Nantes, s'ils ont regardé la télévision ou la radio locale en question la veille ou la semaine précédente. Donc vous voyez déjà, on a des méthodes qui diffèrent de celles des grandes chaînes. Alors pour les éditeurs de presse, on a aujourd'hui des éditeurs qui sont regroupés dans un organisme qui s'appelle l'APCM, qui est donc association, je crois, j'ai plus l'acronyme. Enfin, où avant ça s'appelait l'OJD, donc là c'est un organisme auquel souscrivent les grands éditeurs, notamment tous les grands quotidiens y sont, et puis ça certifie leur audience, déclare une audience et puis elle est vérifiée, elle est certifiée. Et dans cette audience, ils parlent souvent de diffusion payée. Alors diffusion payée, c'est pas le tirage peut être plus important. La diffusion payée, ça va comprendre les ventes au numéro, les abonnements, et puis aussi un certain nombre de numéros qui vont être, je sais pas, quand vous allez à McDonald's, aujourd'hui vous avez Ouest France, gratuitement, parce qu'il y a des aides qui permettent à Ouest France d'être distribuées à McDonald's, des aides pour amener le journal vers les lecteurs plus jeunes. Bon, ça rentre aussi dans la diffusion payée. Donc ça, c'est l'audience, on va dire, pour les quotidiens. Et puis il y a plein d'éditeurs qui ne sont pas avec des audiences certifiées, donc ils déclarent eux-mêmes leur diffusion. Voilà, parce qu'il faut payer pour être dans ce genre de système. Donc c'est pas non plus à la portée de tous les éditeurs.
Pour les sites web, alors il y a aussi du Médiamétrie, parce que Médiamétrie fait les sites web. Et puis maintenant, on va dire que tous les éditeurs ont un outil d'analyse d'audience. Le plus répandu, le plus fréquent qu'on va trouver chez les éditeurs aujourd'hui, c'est Google Analytics. Auquel il faut rajouter, et c'est là où ça se complique, parce que maintenant on a de l'audience sur Dailymotion, on a de l'audience sur YouTube, sur toutes les plateformes de partage de vidéos, on a de l'audience évidemment sur Twitter et sur Facebook. Et sur Facebook, vous pouvez avoir aussi la vidéo sur Facebook. Donc tout ça devient extrêmement complexe, hein, et comparaison n'est pas toujours raison en la matière. Donc voilà, je voulais vous rappeler ces éléments parce que c'est important de les avoir en tête. Par exemple, sur Facebook, pour vous donner une idée, depuis 1 an, Facebook, les éditeurs peuvent mettre leurs vidéos. Donc avant, ils mettaient un lien d'une vidéo qu'ils avaient hébergée sur leur propre lecteur ou bien sur une plateforme comme Dailymotion ou YouTube. Et maintenant, ils peuvent directement charger leur vidéo. Du coup, leur vidéo va être automatiquement lue. C'est-à-dire que si vous êtes sur Facebook, de temps en temps, maintenant, vous déroulez votre fil d'actualité, puis il y a des vidéos qui démarrent toutes seules. Donc ça, c'est des vidéos qui ont été uploadées, chargées sur Facebook. Et du coup, ça a fait croître de façon très très nette le nombre de vues, parce que Facebook a eu la bonne idée de mettre les vidéos en lecture automatique, ce qu'on appelle l'autoplay. Donc il n'y a plus besoin d'appuyer sur le bouton, la lecture et la vidéo se lance toute seule. Donc vous voyez, il y a eu des effets comme ça qui font croître considérablement l'audience numérique des éditeurs. Donc je vous disais, sujet complexe, et puis oui, comparaison pas toujours simple. Alors je vais rentrer dans cet état des lieux, passer ces quelques précisions. D'abord en termes de dénombrement des éditeurs, on peut dire qu'il y a une stabilité quand même du paysage, alors en valeur absolue, c'est-à-dire qu'on reste autour d'une une bonne trentaine, j'ai pas le chiffre exact, hein, mais de médias dans l'agglomération nantaise. Ce qui, toute proportion gardée, fait de Nantes une ville qui est bien mieux fournie en médias qu'Angers ou Rennes, hein, par exemple. Donc on a quelques nouveaux titres qui sont apparus, hein, toujours sur cet intervalle 2010-2015. Je peux citer quelques pure players, donc je rappelle, hein, qui sont uniquement sur Internet. Peut-être vous ne les connaissez pas tous, hein. C'est pas exhaustif, hein. Nantes Live, qui a été lancé par une société nantaise, puis qui s'est décliné au cours de l'année 2015, parce qu'avec l'aide de Google, en fait, ils ont lancé France Live, avec l'aide du fonds Google. Enfin, ils l'ont fait avant, mais donc c'est un média vraiment vidéo sur l'innovation et les initiatives dans les villes. The Place to Bio, il y a un Nanterre qui fait un site aujourd'hui spécialisé sur le bio, hein, qui est placé en national. Et puis on a des médias vraiment de niche sur des thématiques très spécialisées. Wheels, c'est un blog, mais un blog qui commence à avoir une audience significative et qui d'ailleurs veut se développer en médias sur le vélo urbain. Donc vous voyez, il commence à avoir des choses assez thématiques. Sur cette période aussi, on a vu 2 nouveaux gratuits culturels, enfin pas 2, 4 en l'occurrence, arriver sur le marché, sur un marché où il y avait déjà de nombreux titres, hein. Bigre, hein, qui se positionnait sur les jeunes, 4 avec un S, oui, bon, voilà. Et Idylle, qui lui s'est créé en 2011, Lemon en 2012, qui est aussi donc un gratuit culturel que vous trouvez sur Nantes. Et puis on a le tout jeune Nabu, ou je sais pas, ou Naboo peut-être, voilà, qui a été lancé là cette année, enfin l'année dernière, en 2015. Et puis quelques lancements aussi de titres spécialisés. Je peux citer deux magazines qui sont tous les deux édités par Millénaire Presse, aussi basé à Nantes, voilà, un sur le théâtre, et Brief, qui est un magazine sur la communication territoriale. Hein. Donc voilà, de toute façon, dans cet état des lieux, je suis attaché à ne pas se limiter juste au quotidien ou aux médias d'information locale générale. Hein, on essaie de mettre dans le radar tous les éditeurs, j'ai oublié de le préciser, qui étaient implantés à Nantes, hein, donc qui pouvaient diffuser au-delà de Nantes. C'est le cas de Terra Echo dont Philippe parlait tout à l'heure. Ou de médias qui traitent effectivement de l'actualité locale et nantaise.
On a aussi des médias qui n'ont pas réussi à percer, d'ailleurs en particulier des pure players. Hein. On peut citer le Canard Social, qui a tenu quelques années. Finkovery, qui a été lancé il y a 2 ans en pure player, donc c'est un magazine sur de vulgarisation scientifique, on va dire, et puis qui a essayé de rebondir en lançant une revue. Ils sont venus ici, d'accord, donc vous les connaissez. Et puis aujourd'hui, voilà, ils sont transformés en agence pour faire des programmes pédagogiques, de l'innovation pédagogique, mais ils ont cessé la parution de leur revue et d'alimenter leur site internet en information. Nantes Actu aussi, hein, peut-être vous vous en souvenez, on était autour de 2012, il y a un site qui se lançait vraiment sur l'actu culturelle à Nantes, mais que sur le web, animé d'ailleurs par le journaliste Guillaume Le Caplin, qui était l'ancien journaliste web de Presse Océan, qui aujourd'hui bosse aux 28 minutes d'Arte. Voilà, également un pure player qui n'a pas tenu plus d'un an ou 2. Donc difficile de percer sur le numérique pour les éditeurs nantais. Il y a aussi eu des mouvements, Numérama, hein, qui a été créé par un Nantais, Guillaume Champeau, qui jouit vraiment d'une audience considérable sur le web. Hein, ça se compte en millions de visites par mois. Numérama a rencontré quelques difficultés l'année dernière. Justement, jusque-là, il vivait beaucoup avec des comparateurs de prix sur tout ce qui était produit high-tech. Hein, et puis aussi du téléchargement d'applications ou de logiciels, téléchargement légal. Et ils ont été concurrencés très très fortement par Google, et donc Guillaume Champeau est allé chercher un repreneur. Et c'est un groupe de presse spécialisé dans les magazines d'applications mobiles, notamment Humanoid, qui les a rachetés, qui leur permet aujourd'hui d'avoir une rédaction de 5 journalistes. Hein. Donc le titre a vraiment été bien relancé au cours de l'année 2015, mais ça a été compliqué. Et puis Mer et Marine aussi, que ça c'est Vincent Groiselot, donc qui a créé ce média il y a quelques années déjà, que sur Internet, donc spécialisé sur le milieu professionnel, les professionnels de la mer et du monde maritime. Là aussi, lancé en gratuit, que sur Internet. Il a connu quelques difficultés, il a été racheté par le groupe Le Télégramme, il est passé en payant. Et depuis, ça va nettement mieux. Dernier chiffre, je crois me donner Mer et Marine, mais on y reviendra. Il est vraiment en bonne croissance et en train de renforcer sa rédaction. On a aussi un journal né à Nantes, qui a une diffusion nationale, puisqu'il a des éditions dans la plupart des métropoles françaises. C'est le Journal des entreprises. Qui lui a été détenu en partie par le groupe Le Télégramme, et son fondateur, Patrick Richard, a racheté les parts que le Télégramme détenait. Je crois que ça s'est passé en 2013 ou 2012, si mes souvenirs sont bons. Voilà, qui maintenant avance avec ses propres moyens. Et puis, Philippe le rappelait, l'année 2015, en revanche, elle commence plutôt mal. C'est-à-dire que jusque-là, on avait une discussion, je me souviens, avec Gabriel, qui me demandait qu'est-ce qui s'est passé de spectaculaire. Et ça, on en discutait en novembre. J'avais tendance à dire rien de spectaculaire, même si plein de choses changent, hein, mais en profondeur, mais on ne le voit pas forcément. Là, on a 2 événements évidemment spectaculaires et regrettables. C'est Pulsomatic, qui s'arrête après 18 ans. Et là, c'est une équipe de 5 personnes. Et Terra Echo, une équipe de 15 personnes, qui n'a pas trouvé repreneur et qui a annoncé la semaine dernière qu'il cessait sa parution. Journal par lequel j'étais passé, où j'ai travaillé pendant 2 ans. Voilà, est-ce que pour autant c'est ce qui nous attend sur les prochaines années? On en reparlera. En tout cas, aussi, ce que je voudrais noter dans ce paysage décrit à grands traits, c'est qu'on n'a pas eu l'explosion de nouveaux médias que certains annonçaient. Hein. On nous avait parlé beaucoup il y a 5 ans d'un printemps des nouveaux médias, hein, nouveaux médias de proximité, pure player. Il y a déjà des médias qui étaient installés en 2010, comme Fragile, la télé, la web TV étudiante Vlip, ou TV Rezé. Eux étaient déjà là en 2010. On a quelques nouveautés. Là, j'ai mis par exemple TV sur Erdre, qui s'est lancé en 2013.
Quelques sites aussi qu'on appelle hyper locaux. Par exemple, il y a maintenant un média sur le quartier des Hauts-Pavés à Nantes qui s'appelle L'Étoilerie, hein, qui est animé par Cathy Charlot, une ancienne une monteuse audiovisuelle qui a travaillé notamment pas mal avec Télé Nantes. Et puis des blogs. Ah, ça, oui, il y a des blogs. Alors, il y a des blogs sur la mode, sur la culture, sur la conso. Je ne les ai pas répertoriés, mais on en a bien une dizaine qui sont assez connus, mais avec une durée de vie assez éphémère. Rares sont les blogs qui tiennent plus d'un an ou deux. Et puis les blogs, par définition, en général, il y a une personne derrière. Donc on ne peut pas vraiment parler de rédaction. Voilà. Et puis, je trouve que c'est important. Alors là, j'ai mis une photo de nos amis... parce que j'ai des gens que je connais qui ont monté ça, Mars Actu à Marseille. On n'a pas d'équivalent de Mars Actu. Mars Actu, c'est un pure player d'info locale, donc une sorte de Mediapart, si vous voulez, marseillais. Nantes n'a pas d'équivalent. Il n'y a pas de rue 89 Nantes, il y a un rue 89 à Lyon, à Strasbourg. Donc ça, c'est toujours quelque chose que je trouve assez marquant, moi, je pensais, émergerait entre 2010 et 2015, mais c'est pas encore le cas. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de l'emploi. Là, je vais vous livrer quelques chiffres un peu sur la façon dont les choses ont évolué, pardon. Alors c'est plutôt stable effectivement du côté des télés et des radios locales, hein, oui, ça tourne. Alors, seul chiffre dont je dispose, hein, il y a eu un rapport de la Cour des comptes sur France 3, non pas sur France 3, France 3 c'était des rapports parlementaires, parce qu'il y en a régulièrement hein, sur l'audiovisuel public. Donc voilà les effectifs hein, pour France 3 Pays de la Loire et ceux de Presse Océan, France Bleu Loire-Océan, une soixantaine de personnes. De ce que j'ai vu, c'est plutôt stable. Je ne peux pas vous donner d'éléments précis sur ce qui se passe en termes d'emploi au sein du groupe SIPA Ouest France, qui regroupe tous ces titres. Hein. Donc Ouest France, vous voyez aussi, il y a Le Marin, les anciens... le Courrier de l'Ouest, Le Maine et Presse Océan, ça fait partie des journaux de Loire. Et derrière Publihebdo aussi, on a de nombreux titres de presse hebdomadaire régionale. Mais ce qu'on peut dire, grosso modo, c'est que la période a été marquée par des plans de départ volontaires hein, sur quelques titres, des fermetures de rédaction détachées. Et puis j'ai noté aussi des non-renouvellements d'une partie des départs à la retraite dans plusieurs journaux du groupe. Par exemple, il y a un plan aujourd'hui de réorganisation qui est en cours à Presse Océan, au Courrier de l'Ouest et au Maine Libre. Hein, donc une tendance à la baisse, même si je ne suis pas en mesure de la chiffrer. Quelques situations contrastées pour les autres éditeurs. Alors je vous donne quelques exemples. Vous voyez la baisse des effectifs là, sur la période toujours 2010-2015 pour le journal des entreprises. Hein, qui est quand même sensible, de 73 à 58 salariés. Ça a baissé un petit peu à Destination Santé. C'est stable pour Com et Médias. Hein, on a beaucoup de petits éditeurs qui ont des rédactions qui sont à moins de 10 salariés, voire moins de 5 salariés. Hein, et Mer et Marine, je vous disais, ils sont passés de 1 à 3 sur la période, et puis il est possible qu'ils en recrutent un journaliste supplémentaire cette année. Voilà ce que je peux dire. Côté radio, ouais. Côté radio, alors la FRAP, c'est la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, qui a quelques chiffres, qui nous les a fournis. Je le remercie. Je vois que Valentin est là, responsable de la FRAP. Donc vous voyez quand même une progression assez nette des équivalents temps plein. Les radios d'ailleurs ont assez bien profité des politiques publiques qui ont été mises en place comme les emplois tremplins, voilà, ce qui leur a permis de renforcer les effectifs ou de passer des gens qui étaient aussi à temps partiel en temps plein. Et puis un signe de bonne santé aussi, c'est le nombre de bénévoles qui témoigne aussi, je trouve, de l'intérêt de ces médias pour les jeunes, hein, parce que c'est principalement des jeunes qui s'impliquent dans ces médias, vous voyez, qui augmentent aussi bien chez Sun, chez Fragile qu'à Vlip, qui passe de 160 à 250 chez Prune. Alors,
question, au final, est-ce qu'on a moins de journalistes à Nantes? Si vous en trouvez, moi j'ai pas trouvé de comptage du nombre de cartes de presse à Nantes parce que la commission de la carte de presse le fait par région et ne descend pas en dessous. Le chiffre doit bien exister, mais ils sont pas communiqués. Ce qui est sûr, c'est que globalement en France, ça baisse. Et ça baisse pour la 3e ou 4e année consécutive. Vous voyez, de 1400 cartes de presse en moins depuis 2009. Et dans l'Ouest, en Pays de la Loire, vous voyez, on comptait 942 cartes de presse. Ce qui est sûr aussi, nous on le voit, tous les mois, il y a des pigistes qui s'installent à Nantes, et souvent qui quittent Paris d'ailleurs, et qui viennent s'installer à Nantes, dont un certain nombre lancent des médias. Je vous ai parlé de The Place to Bio, c'est un journaliste qui pige pour l'Express, Éric Lecluze, qui a lancé ce média. Donc Nantes profite aussi de cette dynamique, hein. Donc je ne saurais pas dire s'il y a moins de journalistes à Nantes, compte tenu aussi de l'apport de pigistes qui arrivent sur la métropole. Voilà. De l'afflux, pardon. Alors je vais vous parler un petit peu des revenus, principalement de la publicité et des ventes des éditeurs. Là, des chiffres qui sont pas les plus simples à collecter. D'abord, je vais vous donner une tendance globale sur le marché publicitaire. Je pensais bien d'avoir de temps en temps quelques éléments comme ça de contexte en tête. Voilà, donc ça c'est l'Institut de recherche publicitaire là, en publicité qui a fait ce baromètre chaque année. Et vous voyez donc sur la période 2011-2015, il n'y a que les audiences Internet qui sont chaque année en croissance. Hein, tous les autres supports sont en baisse. La courbe violette, c'est la presse, hein, donc la baisse, c'est quand même assez marqué. C'est le cinéma là, qui fait une baisse très importante, là, qui est repartie. Mais vous voyez, tous les supports traditionnels quasiment, sauf la télé et voilà, la radio, qui arrive quand même un petit peu à se maintenir. Bon, ça baisse, mais c'est léger, mais c'est quand même beaucoup plus marqué évidemment pour la presse. Donc ça, c'est l'évolution des revenus, des recettes publicitaires. Ce qui se passe dans le même temps, et c'est important d'en parler, ça c'est l'évolution des revenus trimestriels de Google. 90% des revenus de Google, au moins, viennent de la publicité. Hein. Google, c'est d'abord maintenant une régie publicitaire, avant d'être le moteur de recherche que tout le monde utilise. Voilà, là on est en 2005, hein, c'est par trimestre, et vous voyez l'évolution jusqu'au premier trimestre 2014. C'est spectaculaire. Ce qu'il faut aussi voir aussi sur Google, on ne sait pas combien Google gagne, quelles sont les recettes de la pub de Google en France. Il y a une estimation qui a été faite par l'Institut de recherche publicitaire justement. En 2013, ils estimaient à 1,6 milliard d'euros la pub de Google en France. Voilà, on met de façon précise, on ne sait pas, parce que tout ça est enregistré par Google Europe, qui est localisé à Dublin, et puis toute une partie qui part aussi, qui repart directement en offshore. De même sur Facebook. Facebook, c'est très impressionnant leur croissance récente. Donc là, on est sur le dernier trimestre, troisième trimestre 2013 jusqu'au troisième trimestre 2015. Et ce que vous avez en bleu foncé, c'est Europe. C'est la part, là c'est en dollars, hein, de la croissance en Europe. Donc c'est les revenus de publicité encore une fois. Facebook ne déclarait en 2014 que 13 millions d'euros de chiffre d'affaires en France. Alors que vous voyez sur ce graphique, il faisait plus de 3 milliards hein, la même année en Europe. Donc voilà, on ne sait pas combien. Mais bon, je vous montre ces graphiques parce que c'est clair que la baisse sur des supports traditionnels, aujourd'hui, elle s'explique par la progression de ces nouveaux infomédiaires. Voilà ce qui se passe sur la PQR, la presse quotidienne régionale. Alors c'est de 86 à 2014, hein, mais vous voyez, quand même on était tout le temps en croissance, ça se portait pas trop mal la pub dans la presse régionale, et puis vraiment là depuis 2008,
Ça baisse de façon continue. Est-ce qu'on avait un chiffre? Oui, c'est 11,5% pardon, entre 2010 et 2014 de baisse des revenus pub. Dans le détail, ce qu'il faut voir aussi, c'est le chiffre d'affaires là, pardon, c'est pas la pub, c'est le chiffre d'affaires. Ce que je voulais vous dire, c'est dans le détail, la pub, elle baisse de 11,5%. Les ventes au numéro baissent de 18,5% pour la presse, sur cette période-là, presse régionale. Les abonnements, eux, en revanche, sont un peu à la hausse, 13%. Mais ils ne compensent pas. Alors, je vous ai dit une bêtise, c'est 11,5% pardon, de baisse de chiffre d'affaires. La pub, elle baisse de 25%. La pub et les petites annonces. Voilà, c'est les chiffres qui viennent de la Direction générale des médias, ministère. Et donc, pour faire face à cette évolution, on a des éditeurs qui réduisent leur pagination. Réduisent un peu le nombre de pages en chaque numéro, et ils augmentent aussi le prix de leur quotidien. Ouest France, par exemple, a augmenté de 10 centimes le prix de son journal début 2014. Voilà, je vous disais, j'avais le détail, j'avais oublié que j'avais le détail derrière. Vous voyez que l'abonnement effectivement progresse, mais bon, ça ne suffit pas à compenser les baisses sur la vente au numéro, la pub et les petites annonces. Et puis toujours pour donner une idée du marché pub, alors ça c'est une étude qui a été faite par Précom, la régie publicitaire de Ouest France, qui estime le marché de la publicité locale à 10 milliards. Donc tout à l'heure, vous avez encore les chiffres de 1,6 milliard juste par Google. En France, le marché de la pub locale. Et à Nantes, ils estiment à 113 millions d'euros le marché avec 8000 annonceurs. Voilà. Alors on va regarder un petit peu du coup en termes de revenus ce qui se passe pour les éditeurs implantés ou qui diffusent à Nantes. Alors côté Ouest France, là j'ai pas de graphique, je vais énumérer un petit peu les différents points. Ce que je peux vous dire, alors là je suis en Ouest France global, toute édition, il y a 53 je crois éditions aujourd'hui locales de Ouest France. L'abonnement papier il résiste à peu près. Il y a une petite baisse, 3,5%, et il y a à peu près 480 000 exemplaires aujourd'hui pour l'ensemble des éditions. Voilà, c'est à l'abonnement. L'abonnement numérique, lui, décolle, mais c'est assez récent. Fin 2015, Ouest France était 37 000 abonnés numériques, et pour beaucoup, c'est du couplage presse et numérique. Si on prend le numérique seul, c'est que 7 000 abonnements. Et puis la vente au numéro, ça compense pas, une petite faute de frappe. La vente au numéro, c'est un recul de presque 20% entre 2010 et 2014. Voilà, on est à 171 700 exemplaires. La publicité locale, elle recule pour Ouest France de 16%. Sur cette période, et m'a-t-on dit au groupe, ce sont surtout les petites annonces qui ont baissé. Malgré ça, alors il y a eu 2 années déficitaires, 2012 et 2013 pour le groupe Ouest France, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du groupe, mais depuis 2014, retour à l'équilibre, et semble se confirmer pour l'année 2015. Donc, équation difficile. Voilà quelques chiffres que je peux vous donner sur d'autres médias. Je ne vais pas le faire éditeur par éditeur, je vous rassure. Vous voyez le journal Les Entreprises, ils estiment à 20% la baisse de leurs revenus entre 2010 et 2015. Et la publicité online, ça ne représente qu'un peu plus de 10% des espaces publicitaires. Comme les médias, eux, ils ont une belle hausse. Ils doublent en fait leurs chiffres de publicité entre 2010 et 2015. Et ils sont principalement sur Internet. Ils ont aussi un hors-série annuel papier, mais l'essence, voilà, donc d'où le chiffre plus important sur la pub online, pardon. Sun, là aussi, il double. On est sur des plus petits volumes. On est plutôt dans la dizaine de milliers d'euros, avec un petit peu aussi d'achat. Alors, c'est pas la publicité online en moyenne pour la frappe. Je crois qu'il y a une petite erreur sur ce texte.
c'est la publicité en global qui représente à peu près 8% des ressources des radios associatives en Pays de la Loire. Hein, voilà. Et toutes ne font pas de publicité d'ailleurs. Autre chiffre, Mer et Marine, je vous disais voilà, qui repassait payant et qui m'indiquait que ces abonnements en ligne étaient en croissance de 30% depuis un an. Et puis une tendance aussi, enfin une inquiétude, à la fois c'est l'une des raisons évoquées par Pulsomatic pour expliquer ces difficultés, le fait que les budgets alloués au milieu culturel, aux acteurs culturels baissent, les budgets alloués par les collectivités, et donc les dépenses de ces acteurs culturels en annonces, en publicité, sont également à la baisse. C'est des annonceurs importants évidemment quand vous êtes un magazine gratuit culturel, que vous dépendez que de la pub et principalement de la publicité de ces structures-là. Et du côté de Média Côte Ouest, qui édite Wikicostar, voilà, pour le moment ils disaient qu'il y avait toujours un attrait important sur leurs éditions papier de la part des annonceurs, mais ils étaient un petit peu inquiets de la tendance, de ce qu'ils entendaient de la part des acteurs culturels aujourd'hui. Acteurs culturels qui par ailleurs se sont investis sur Internet et ont parfois déployé des stratégies sur Facebook ou embauché des community managers, etc. Donc il y a aussi un déplacement de leurs dépenses du papier vers le web et vers les réseaux sociaux. Quelques chiffres sur d'autres médias. Télé Nantes, des croissances, avec une vraie croissance de ses recettes privées, dont parrainage, publicité, prestations, c'est un global. Donc c'est 724 000 euros sur l'année 2015. Les subventions publiques, elles continuent de représenter les 2/3 du budget de la télévision. Je peux aussi vous donner des chiffres sur ce qu'on a mis dans le radar, les magazines des collectivités locales qui font aussi de la publicité. On n'y pense pas toujours. Souvent des pages d'annonces pour l'immobilier dans ces magazines que vous recevez dans vos boîtes aux lettres. Donc stabilité des revenus, pour l'exemple pour le Nantes Passion, autour de 70 000 euros par an sur la période, et autour de 30 000 euros pour TV Rosé. Donc pour ces titres-là, ça ne baisse pas. Voilà ce que je pouvais un peu vous dire. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je regarde s'il manque une slide. Non, c'est à peu près tout. Sur les revenus, c'est déjà pas mal. Je vais vous parler maintenant des audiences. Un sujet ô combien intéressant. D'abord, pareil, un petit pas en arrière pour prendre un peu de recul, pour voir comment évoluent les usages pour s'informer. Il y a le Reuters Institute qui fait une superbe étude chaque année sur plusieurs pays. Donc je me suis appuyé sur ces chiffres-là pour vous donner une tendance. Donc voilà ce qui se passe. Donc d'abord une explosion du mobile pour s'informer. Donc là vous voyez la France est ici, et puis ça c'est 2012 en bleu et 2015 en jaune. Donc vous voyez qu'aujourd'hui 2015 37%. Et puis ça progresse pour tous les pays, et vous voyez qu'il y a des pays où on est encore beaucoup plus loin, donc ça va continuer de monter. D'ailleurs j'y reviendrai tout à l'heure, mais le mobile est devenu pour certains titres au Monde, là on rencontrait l'équipe du Monde la semaine dernière, ils nous disaient que c'était probablement en 2016 60% du trafic qui se fait sur mobile, pour un journal comme Le Monde. Autre tendance aussi, avoir en tête que quand même c'est la télé qui reste le média le plus le principal média pour s'informer aujourd'hui. La France est ici, et c'est d'ailleurs beaucoup plus marqué en France. La télé est en bleu sur ce graphique. Ça c'est les sites d'information en ligne, et les journaux imprimés sont en tout petit là, en orange. Donc télé qui est très forte aussi en France. Et puis, avoir en tête aussi ce qui se passe en termes de génération. Parce que là, tout à gauche, vous avez le online, donc les médias en ligne, les réseaux sociaux, la radio, l'imprimé et la télé. Et puis, en bleu, ce sont la part des jeunes, 18-24 ans, et la part des plus de 55 ans en vert. Voilà, ça se passe de commentaires, mais donc on a vraiment une audience vieillissante sur les supports traditionnels.
Et les jeunes sont principalement, majoritairement, sur le online et les réseaux sociaux. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe au niveau des médias nantais? D'abord les quotidiens, les deux quotidiens, on est des rares grandes villes d'ailleurs à conserver deux grands quotidiens. Alors avant un petit chiffre sur la PQR, voilà la baisse de la diffusion de la presse régionale de 86 à 2012. Vous voyez, avec ce décrochage là à partir des années 2000, et puis ça a tendance quand même à s'accélérer sur les dernières années. Même si Ouest France, l'Ouest en général d'ailleurs résiste mieux, quand vous regardez les résultats du Télégramme ou d'Ouest France, ça baisse moins que pour beaucoup de titres régionaux. Et Ouest France reste aussi le premier quotidien régional, loin devant. C'est même le premier quotidien imprimé, tout quotidien confondu, en termes de diffusion. Si on regarde maintenant, alors là, ces chiffres, vous ne les trouverez pas ailleurs que dans cette présentation, qui viennent de l'OJD. Voilà, donc Ouest France, édition Loire-Atlantique, donc l'édition qui nous concerne ici à Nantes. Voilà un petit peu la baisse. Vous voyez, c'est pas non plus énorme, il y a une tendance. Et puis il y a une édition de Dominical qui elle est plutôt en progression. Voilà, donc ça c'est la moyenne dans la semaine, de tirage moyen par jour en semaine, et ça c'est pas le tirage, la diffusion. Et ça c'est la diffusion de l'édition dominicale. Et vous voyez, c'est un petit peu plus prononcé pour Presse Océan, voilà, avec l'édition dominicale qui se maintient. Qu'est-ce que j'avais noté moi du côté des chiffres? Entre 2010 et 2015, donc Ouest France a baissé de 8,5%, la diffusion de l'édition départementale, et Presse Océan c'est 12%. Voilà. Les médias de collectivité, eux, leur tirage progresse. Ça va de pair aussi avec l'accroissement de la population. Donc, je ne sais pas en termes de pagination, on pourra peut-être demander à Mathieu, parce que j'ai vu que Mathieu Barrado était avec nous. Mais voilà, vous avez une progression et de Nantes Passion et de Nantes Métropole sur la période. Les quotidiens gratuits aussi. C'est des tirages assez importants sur Nantes. L'édition nantaise de 20 minutes. Alors vous voyez, il y a eu une année 2012 très difficile en termes de pub. Et puis d'ailleurs, il y a un quotidien qui s'est arrêté l'année dernière. C'est Métro. Merci. Métro s'est arrêté. Métro News. Voilà, mais globalement, la diffusion repart à la hausse. Je sais que 20 minutes aussi est bénéficiaire. À noter aussi, je ne l'ai pas mis, mais c'est des quotidiens qui sont... c'est les seuls supports papier qui sont vraiment, avec les gratuits culturels, qui sont pris en main de façon significative par les jeunes. C'est le rapport des jeunes nantais avec le papier, c'est souvent par les gratuits. Les télés, alors Télé Nantes ici, et puis France 3. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur les audiences? Que la situation est contrastée. Alors on va faire un petit zoom sur France 3. Pas mal de choses à dire sur France 3. D'abord, là je suis toute antenne régionale de France 3 confondue. En bleu, et en rouge je suis sur l'antenne France 3 Pays de la Loire. Donc vous voyez que la part d'audience, vous vous souvenez que c'est qu'une part d'audience, on prend tous les gens qui sont devant la télé et on regarde quelle est la part de ceux qui regardent telle ou telle chaîne. Donc la part d'audience de France 3 Pays de la Loire est meilleure que la part d'audience moyenne des antennes régionales, mais il y a quand même une baisse, un recul qui est assez net. C'est moins 30% de part d'audience pour les antennes régionales sur cette période, et moins 35% aussi pour France 3, Pays de la Loire. Et ça s'explique principalement par la concurrence des nouvelles chaînes de la TNT. C'est vrai pour toutes les grandes chaînes. Donc pour France 3, on aurait les chiffres de France Bleu, ou TF1, on aurait les mêmes tendances. À noter aussi qu'au sein des programmes des antennes régionales, le JT résiste à une part d'audience beaucoup plus élevée, en bleu ici.
et baisse moins que les programmes régionaux. Programmes régionaux, ça va être les magazines, les documentaires, ou alors là, c'est un petit peu la dégringolade quand même sur les antennes, avec des cases qui sont parfois ingrates, hein, à des horaires compliqués. Donc voilà la tendance. Et puis je vous parlais du vieillissement, une illustration par les chiffres de France 3. Donc là, c'est l'évolution entre 2005 et 2013 de l'audience des antennes régionales. Donc voilà comment la part des 15-35 ans, donc 15-34 pardon, qui baisse. Et puis vous voyez les plus de 65, ça augmente en 2013 de façon assez nette. C'est la fin, c'est ça? Non. Voilà, Télé Nantes, j'ai pas beaucoup de chiffres sur Télé Nantes. J'en ai un néanmoins, c'est l'étude qui a été faite en 2014. Donc l'audience qui, cette année, entre 2013 et 2014, une audience qui, avec plus de 23%, on doit être à 175 000, on aurait pu le mettre, 175 000 téléspectateurs par semaine. Voilà. Du côté des radios locales, là aussi c'est contrasté. J'ai pas de chiffres sur Nantes pour les deux grandes FM là, privées commerciales qui sont Alouette et It West. Mais sur la région, les derniers chiffres de It West, vous voyez, 500 000 auditeurs dans l'Ouest, et ça progressait, plus 6%, 6,5%. Et 460 000 à peu près pour It West, qui est la première radio de Précom qui appartient donc au groupe Ouest France. France Bleu aussi fait des bons résultats, un peu partout dans l'Ouest. À Nantes, c'est particulièrement vrai. La dernière étude dont je dispose, c'est 2014. 7% d'audience cumulée, ça veut dire 35 000 personnes qui écoutent France Bleu chaque jour à Nantes. Et puis sinon, côté médiamétrie, on m'a indiqué une stabilité des programmes dits locaux. Donc grosso modo, sur la période 2009-2014, voilà, il y a à peu près un Nantais sur 5 qui est en contact avec un programme de radio local. Hein. Donc soit plus de 100 000 personnes sur cette période. Et attendez que je vous donne une indication. Oui. Et puis, à noter aussi, c'est chaque jour de la semaine, hein, les chiffres que je vous donne. Les radios associatives, il y a aussi une stabilité. Donc déjà à Nantes, elles ont 2 fois plus d'audience que radios associatives que sur une autre métropole, hein, ou que la moyenne plutôt, que la moyenne française. Et puis voilà, là aussi c'est à peu près stable, donc à peu près 20 000 individus selon Médiamétrie qui écoutent chaque jour les radios associatives locales, Prune et Sun étant en tête. Voilà. Ce qu'il faut voir aussi, parce que là je vous ai parlé des supports traditionnels, c'est l'explosion à laquelle on assiste sur le numérique. C'est-à-dire qu'autant ça baisse à peu près partout où c'est stable pour les radios et les télés, autant sur le numérique, on en parlait déjà il y a 4 ans, ça continue. Là, c'est un petit graphique sur ouestfrance.fr et presseocéan.fr. Quand je vous dis explosion, en termes de chiffres, c'est 280% d'augmentation pour les supports numériques de Ouest France. Donc en rouge, c'est la part de l'application mobile Ouest France, et en bleu, c'est le web et le mobile. Hein. Et ça veut dire que voilà, on est passé de 7 millions de visites, hein, là ce sont les visites, à plus de 23 millions sur la période. C'est quand même considérable. Et on a à peu près la même tendance pour Presse Océan. Illustration, c'est de cette progression du côté de Télé Nantes, du côté des télés. Côté Télé Nantes, c'est pas le bon écran. C'est pas grave, voilà, je rectifierai ça dans la présentation, mais j'ai les chiffres ici. La chaîne locale me donnait comme chiffre là, pour le mois de février dernier 574 000 vidéos vues sur le web, pour le seul mois de février. Et en fait, ça s'est complètement volé parce que Télé Nantes a misé sur une stratégie réseaux sociaux, et notamment sur Facebook. Et depuis 1 an, comme je vous l'expliquais, on peut mettre les vidéos sur Facebook. Et quand on met une vidéo hébergée sur Facebook, on a à peu près 10 fois plus d'audience qu'une vidéo sur YouTube ou sur Dailymotion. D'autant que Facebook privilégie les vidéos qui sont mises directement sur sa plateforme.
Donc ça permet aujourd'hui à Télénan d'avoir des chiffres, c'est pas ce chiffre-là, mais je vous dis 574 000 vidéos vues sur un mois. Et France 3, lui, le chiffre que j'ai pour France 3, c'est pas la même chose, c'est pas le nombre de vidéos vues, donc c'est pas à comparer, c'est le nombre de visites sur son site, sur le site de France 3, pays-de-la-Loire.fr, qui est quand même de 378 000 visites par mois sur la période de 2015 en moyenne. Côté des sites des collectivités aussi, ça augmente. Un exemple, le site de Rezé, qui faisait partie des sites qu'on avait interrogés, ben voilà, on a presque doublé le nombre de visiteurs sur la période 2010-2015. Je pense que ce serait sans doute la même chose sur de nombreux sites de collectivités. Et puis d'autres exemples pour d'autres éditeurs. Destination Santé, vous connaissez peut-être pas, mais qui est une agence de presse spécialisée dans le domaine de la santé, qui compte une dizaine de personnes, basée à Nantes. Donc leur site progresse, 36% sur la période. Les audiences de Fragile aussi, .org progresse. Le Sun Radio a multiplié par 1,5. Terre Histoire par 4. Terre Histoire qui est un pure player, ils sont que sur internet, qui traite de l'actu, pas que nantaise, c'est même beaucoup plus large que ça, c'est Pays de la Loire, Bretagne. Donc tout le monde profite de la croissance des audiences numériques. Mais on a bien vu tout à l'heure que c'est pas pour autant que les revenus suivent. Et puis j'ai repris quelques chiffres de cette étude toujours qui a été faite par Précom avec TNS Sofres, étude qui date de fin 2013. Oui, c'est ça. Donc, il dit en gros que sur une journée, il y a 7 Nantais sur 10 qui sont en contact au moins avec un média local. Voilà, dans le détail, c'est 45% sont en contact avec une radio locale, ça fait 317 000 auditeurs. Alors, ça compte les locales et les nationales, pour le coup, avec leurs décrochages locaux. La presse locale, 312 000. Et puis, les télés locales ou régionales. Donc là, c'est une audience qui a été faite chaque jour. C'est l'audience veille. Et là, vous avez le chiffre pour les sites internet des médias. Parce que si vous faites le classement, vous voyez que c'est quand même Facebook qui est devant Ouest France et France 3, qui est comme étant le premier site d'information pour les Nantais. Et ça, c'est à peu près partout comme ça en France. Voilà. Non, c'est que dans leur étude Précom, ils avaient mis aussi quelques sites de petites annonces. Il y avait Groupon parce que ça intéressait Précom, ce type de données. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est à titre indicatif. Après, les études, elles sont toujours faites sur des périmètres particuliers. Donc faut ça regarder dans le détail, mais encore une fois, ça donne une tendance. Voilà, quelle heure est-il ? D'accord. Alors, je vais vous parler des perspectives. Je serai moins long sur les perspectives. Je vais essayer d'être plus synthétique. Et j'ai pas de boule de cristal donc pour pouvoir vous dire ce qui peut se passer sur les 5 années à venir. Donc on a essayé de réfléchir à côté West Media Lab là, sur les questions clés qui se posent aujourd'hui, que se posent aujourd'hui les éditeurs avec qui l'on travaille. Alors, il y a évidemment... je prends un petit peu d'eau. Pardon. Première question, et pas des moindres, c'est quel est l'avenir pour l'info payante, pour ceux qui vendent leur information. Alors là, il y a une étude très récente, un sondage qui a été fait là, pendant les assises du journalisme qui se tenaient à Tours, là, le début mars. Et ce sondage explique que 7 Français sur 10 consomment de l'info payante. Donc c'est plutôt pas mal. Tout n'est pas perdu. Et que Quotidien Régional est même en tête de ces achats. Et qu'il y a 13% qui ont déjà acheté un contenu payant sur un site d'information. On retombe un peu sur le chiffre de 10% des ventes numériques. C'est toujours à peu près autour de 10%, à part quelques exceptions. Donc ok, ils achètent, mais pas trop quand même. Quand on leur demande d'estimer leurs dépenses mensuelles, c'est moins de 10 €. À 10 €, on n'a même pas un abonnement au Monde aujourd'hui, donc un abonnement mensuel.
Évidemment, c'est moindre, c'est moins encore pour les jeunes. Et il n'y a que 10% qui consacrent plus de 30 € de dépenses pour acheter de l'info par an. Donc il y a encore des acheteurs, les gens sont prêts à payer, mais ils trouvent ça cher et voilà, ils ont pris l'habitude aussi clairement d'avoir de la formation gratuite en ligne. Donc si on regarde les abonnements numériques, donc ils décollent, c'est assez récent parce que vous voyez on est juste en 2013 là. Alors j'ai pas Ouest France ici sur ce graphique que j'ai repris sur presstablette.com si vous vous intéressez à ce sujet-là. Mais le décollage est assez net. Cela dit, à de rares exceptions près, hein, Le Monde, Les Échos, je vous disais, en général, et Ouest France à peu près pareil, on est autour de 10%. Hein. Ça, c'est la part que représentent les ventes numériques dans les ventes totales. Et alors, se pose aussi la question, si les gens ont du mal à payer pour l'abonnement, est-ce qu'on va aller vers un paiement à l'article ? Aujourd'hui, pour la musique, on a des plateformes comme Deezer, Spotify. Est-ce que demain, tout le monde va passer par Blendle ? Blendle, c'est une start-up néerlandaise. Aux Pays-Bas, les éditeurs mettent tous leur contenu sur cette application Blendle et on peut acheter. Il y a un système d'abonnement et après, on consomme à l'article. Donc ça, c'est une vraie question. Pour le moment, les éditeurs français ne semblent pas prêts à aller sur la solution Blendle. Mais voilà, je pense que vous avez tous confronté à un moment où il y a un article qui vous intéresse et le journal vous propose un abonnement mensuel. Même si l'abonnement mensuel, le premier mois, est proposé à 1 €, très très vite, on passe à 10, 12, 15 €, 17 €. Est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix-là pour quelques articles qui vous intéressent dans le mois ? Évidemment, les éditeurs craignent de cannibaliser leur offre d'abonnement en partant sur le paiement à l'article. Ce qui est intéressant sur Blendle, c'est déployé aux Pays-Bas et en Allemagne, c'est qu'on voit que les jeunes achètent sur ce type de plateforme, comme ils le font d'ailleurs pour la musique. Et à chaque fois, sur chaque question clé, là on a pris des questions clés, je voudrais juste donner un exemple local. Exemple que je trouve intéressant, c'est Ouest France qui a lancé cette nouvelle offre numérique il y a à peu près 2 ans maintenant. Donc pour leurs abonnés papier, ils offrent l'abonnement numérique à 2 € par mois pendant 1 an. Et cet abonnement numérique peut être offert à quelqu'un d'autre. Ils se sont dit, peut-être que les grands-parents abonnés à Ouest France vont pouvoir, par ce biais-là, proposer l'abonnement à 2 € pour les enfants ou les petits-enfants. Donc il y a une grosse réflexion des éditeurs aujourd'hui sur leurs offres d'abonnement et en couplage. Et en l'occurrence, ça marche plutôt pas mal. Deuxième question importante, c'est comment s'adapter à l'explosion du mobile, décrite tout à l'heure, et qui est une explosion que personne n'avait anticipée dans ces proportions-là. Ça a été beaucoup plus vite qu'aucun éditeur ne pouvait imaginer. Voilà l'usage du téléphone mobile en France. Hein. Quand on parle de décollage, entre 2010 et 2015, donc là vous avez différents types d'usage, naviguer sur Internet, sous lequel on va retrouver la consultation des sites d'info. Ces chiffres de l'ARCEP, là, c'est vraiment spectaculaire. Et ça, c'est juste sur ce qui se passe sur Facebook. Facebook est en train de prendre une place sur le mobile considérable. Son application est sans doute l'application la plus utilisée aujourd'hui sur les smartphones. Et en vert, vous voyez, c'est le décollage entre 2012 et 2015 du nombre d'utilisateurs de l'application mobile Facebook, alors que ça baisse sur ordinateur. D'ailleurs, on est passé là cette année, en février, ça y est, on a plus de connexions en France maintenant par mobile que par ordinateur, hein, pour se connecter à Internet. Là, le point de bascule était là en début d'année selon Médiamétrie. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour répondre à une info qui dorénavant est sur des écrans sur lesquels on a une offre concurrentielle beaucoup plus forte, avec toutes les applis que les gens chargent. En moyenne, les gens, je reviendrai après, mais chargent 25 applis, mais ils en utilisent 4-5 au quotidien. Et sur des écrans aussi où on est en mobilité, donc où il faut retenir l'attention beaucoup plus des lecteurs. Une des directions qui est prise aujourd'hui, c'est de développer un journalisme plus visuel. Donc miser sur la vidéo, sur la photo, sur les photos animées, sur l'infographie ou la data visualisation.
Voilà, exemple là du Telegram qui depuis un an s'est lancé sur le data journalisme et donc produit des infographies pour raconter l'actualité en Bretagne et l'évolution du territoire breton, mais en chiffres et en infographie. Ça s'appelle Dataspot. Oui, je vous parlais de la concurrence des applis. Donc ça veut dire aussi qu'il faut être capable d'imaginer autre chose que des applis. On connaît des éditeurs nantais. Bon, je ne vous donne pas les chiffres ici, mais nous en avons parlé en off, mais qui ont lancé des applications sur lesquelles il y a eu un peu de téléchargement au début, puis aujourd'hui il n'y a plus de téléchargement de l'appli et les usages sont très très faibles. Parce que quand vous êtes une petite marque, on vous a chargé une fois, après, voilà, sur votre smartphone, l'utilisateur ne pense plus forcément à vous. Donc il faut réfléchir, il faut être sur le mobile, mais d'une autre manière que sur les applis, donc être sur le mobile via Facebook, peut-être, via... voilà, en tout cas, c'est une vraie... une grande problématique. Exemple aussi, alors c'est encore Ouest France. Ouest France a testé là, depuis 3-4 ans un nouveau magazine 100% tablette qui s'appelle L'édition du soir, qui est un peu un labo pour eux parce que du coup... ils sont aperçus que la consommation était différente de celle qui était sur mobile, était différente de celle qui était faite sur ordinateur. Elle était plutôt le soir d'ailleurs, sur tablette. Ils se sont rendus compte que les gens adoraient l'image, donc plus ils mettaient de photos, plus ça marchait. Ils ont développé plein de jeux autour de l'actu, des quiz, etc. Et les gens restent quand il y a des jeux. Sur tablette, on joue. Sur mobile, on joue beaucoup plus évidemment que dans les pages jeux qu'il y avait avant sur les supports imprimés. Donc ça leur sert un petit peu de laboratoire. Ils ont lancé l'édition payante. Alors aujourd'hui, elle est principalement elle est offerte en fait pour les nouveaux abonnés numériques. Donc c'est une valeur ajoutée dans l'abonnement numérique de Ouest France. Sachant que c'est pas de l'info locale, hein, c'est un positionnement national. Donc c'est l'actu nationale sur tablette par la rédaction de Ouest France. Troisième question. C'est un petit peu lié. Comment je fais pour avoir des contenus qui ont une valeur ajoutée ou des services qui se distinguent des autres, ce qui est évidemment une des clés. Je vous parlais tout à l'heure de l'audience qui explosait sur le numérique, mais il faut aussi avoir en tête que la plupart du contenu que vous allez trouver sur Internet, sur les sites d'information, c'est du contenu qui est du contenu recopié. Il y a beaucoup de contenu qui va partir d'une dépêche AFP ou qui va partir d'un article de Ouest France et puis qui va donner lieu à cette dépêche ou cet article de Ouest France vont donner lieu à plein d'autres articles. Donc on a une très forte duplication de contenu. Donc plus on publie de contenu, plus on fait d'audience. Maintenant, est-ce que l'audience elle est qualitative? Est-ce que c'est des gens qui vont se fidéliser, qui vont trouver que chez vous il y a une valeur ajoutée? C'est pas certain. Donc ça c'est vraiment une question que se posent aujourd'hui les éditeurs. Alors un exemple c'est une tendance profonde, hein, c'est d'aller vers un journalisme, ce qu'on appelle explicatif. C'est-à-dire un journaliste qui à chaque fois va vous donner des éléments, du décryptage, des éléments contextuels qui va mettre en perspective l'info. Puisque sur l'info brute, on va dire l'info en temps réel, la dépêche de l'AFP, tout le monde a la même info. Sauf quand vous avez un scoop, mais ça c'est quand même pas tous les jours. Peut-être que vous pouvez déployer un point de vue sur l'info, un regard sur l'info. C'est ce que fait par exemple les décodeurs, l'équipe de décodeurs au Monde. Ça marche bien. Donc on va vous expliquer le projet de loi sur le travail, on va vous expliquer chiffres à l'appui l'évolution des licenciements. Donc là ça peut être une manière de tirer son épingle du jeu. Et puis alors, il y a un champ tout à fait nouveau. Pour le moment, les médias sont plutôt en train d'explorer les réseaux sociaux et ce qu'on peut faire sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat, le réseau social des jeunes, des ados. Mais il y a ça qui arrive et ça arrive très fort, c'est la réalité augmentée, la vidéo en 360 degrés. Donc là, pour le moment, on n'a pas d'éditeurs locaux qui sont encore sur ces supports-là, mais il y a fort à parier que dans 5 ans, il y aura des contenus de ce type-là dans les éditeurs, chez les éditeurs nantais. Ça, c'est je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Google Cards. Donc c'est une petite boîte, ça coûte 20 €, je crois. Et avec 20 €, vous pouvez avoir les mêmes effets qu'avec les casques en 3D. Donc voilà, on est dans un parc d'attractions avec 20 € et on peut proposer une immersion dans l'actu. Donc il y a déjà des journalistes qui ont fait des projets où on va, par exemple, on est sur le terrain en Syrie
Et on va découvrir une ville de Syrie bombardée en vidéo 360. Donc on se promène dans la ville et c'est vous qui dirigez l'endroit où vous voulez aller. Et donc on a vraiment ce sentiment d'immersion. On pourrait le faire sur la ZAD à Notre-Dame-des-Landes, ce serait intéressant. Et puis une autre tendance, sans doute, ça va être la personnalisation de l'info. Donc ça, c'est la radio américaine publique NPR qui a développé une appli personnalisée. Donc c'est-à-dire des applis qui vont apprendre de votre profil, déjà, parce que peut-être que c'est intéressant d'avoir vraiment l'info de là où vous habitez ou l'info de là où vous travaillez. Ou peut-être que vous vous intéressez en particulier juste au football, ou uniquement au numérique, ou aux médias à Nantes. Et dans ce cas-là, sur des profils déclarés, ou sur des usages, c'est-à-dire qu'on enregistre les consommations d'articles, de contenu des internautes, on peut personnaliser le journal ou la télévision. Exemple de personnalisation, Ouest France, l'année dernière, là, a lancé une nouvelle appli, dans laquelle vous pouvez faire vous-même le menu de votre appli. Donc dire, je veux telle commune en tête, telle rubrique en tête. Donc on peut même aller chercher des mots-clés. Donc là, c'est à l'utilisateur de le faire, mais évidemment, l'avenir de la personnalisation, c'est une personnalisation avec les machines, donc en partie intelligente et automatique, qui va se nourrir, ce qui pose des questions sur les données personnelles aussi, mais se nourrir de vos propres données d'usage des médias. Autre exemple aussi, mySun, qui a lancé, donc la Radio Sun, une application aussi où on peut choisir ses playlists musicales et créer ses propres playlists musicales. Et puis, dans cette innovation éditoriale, je voudrais aussi parler des news games, donc des jeux autour de l'info. On a une belle petite agence à Nantes qui s'appelle Casus Ludi, qui commence à faire parler d'elle, qui vient d'avoir d'ailleurs l'aide du fonds Google là, pour développer des prototypes. Donc comment on peut créer des jeux autour de l'actu, et notamment ils ont pensé à des jeux sur lesquels il y a du débat public, où il y a des camps qui s'opposent, le pour et le contre, et il y a plein de mécaniques de jeu qu'on peut déployer pour comprendre. Alors là aussi ça peut être Notre-Dame-des-Landes, ils ont un projet de ce type-là en cours qui va bientôt sortir, mais ça peut être aussi le parc de l'éolien offshore entre les deux îles, là, Noirmoutier et l'Île-Dieu. Enfin tous ces sujets se prêtent assez bien à des dynamiques de jeu. Quatrième point, c'est la complémentarité des supports. Qu'est-ce que c'est que la complémentarité des supports ? La complémentarité des supports, c'est qu'il faut être maintenant pour un média en permanence, en temps réel. L'info, il faut la traiter au moment où elle se passe. Donc les médias le font sur leur site internet, ou de plus en plus sur Twitter. Quand il y a quelque chose de très très chaud, une coupure de courant géante à Nantes, c'est sur Twitter que ça se passe d'abord, quoi. Vous allez avoir l'info. Donc ça, il faut gérer cette accélération-là de l'info. Et en même temps, il faut être sur le temps long. C'est-à-dire, une fois que j'ai cette info, qu'est-ce que j'en fais pour le journal du soir ? Qu'est-ce que j'en fais pour l'édition imprimée du lendemain ? Qu'est-ce que j'en fais pour mon édition dominicale ou pour mon hebdo ? Est-ce qu'il n'y a pas un dossier à faire ? Est-ce qu'on ne peut pas revenir dessus, mettre en perspective ? Et donc, cette articulation-là, elle n'est pas facile à organiser dans des rédactions. Par exemple, aujourd'hui, dans des rédactions, c'est parfois la même personne qui va être sur les réseaux sociaux et en prise avec l'accélération de l'info, et à qui on va demander de prendre le temps de faire des infographies pour expliquer un phénomène. Donc voilà, il faut trouver où mettre le curseur, c'est pas évident. Et d'ailleurs, ça accompagne aussi une question qui est la fusion des rédactions, qui n'est pas encore une réalité partout, hein. La fusion des rédactions, ça veut dire que les journalistes, quels qu'ils soient, ils travaillent pour tous les supports. C'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des journalistes qui travaillent pour le web. Ouestfrance.fr, c'est une toute petite équipe comparée aux 600 et quelques journalistes qu'il y a aujourd'hui dans les rédactions d'Ouest France. Alors, dans chaque édition locale, il y a des gens qui font un peu de numérique, mais tous les journalistes ne font pas du numérique. La rédaction intégrée ou la fusion des rédactions, c'est tous les journalistes peuvent aller sur Twitter, aller sur Facebook, publier des choses sur le site internet, etc. Et évidemment, s'occuper du support historique de leurs médias. Quelques exemples de ça, le journal des entreprises qui du coup a lancé une web radio il y a à peu près 3 ans.
Et cette web radio leur permet d'avoir du show, d'être plus réactifs et d'organiser aussi des débats, des choses qui n'étaient pas possibles sur le média papier, sur leur édition papier qui, elle, est hebdomadaire. Non, même mensuelle, Journal des entreprises. Mensuelle. Autre exemple de ces fusions de rédaction, depuis 1 an maintenant, il y a une émission sur France 3 Pays de la Loire, le matin, qui s'appelle Pays de la Loire Matin. Et cette émission est faite par l'équipe web et elle emprunte du contenu qui vient du web et tous les codes aussi du web. Et donc voilà, c'est l'équipe web qui crée cette émission qui, elle, est diffusée sur la télé. Hein, donc on a comme ça des rapprochements qui s'opèrent. Et nous a-t-on dit, les gens de la télé regardent beaucoup plus maintenant ce qui se fait au niveau de l'équipe web depuis que cette émission est en place. Autre exemple aussi de cette articulation temps long, temps court, voilà, c'est les live tweets. Hein, live tweet, donc du tweet en temps réel. On va couvrir un événement en temps réel sur Twitter, que font un certain nombre de médias aujourd'hui. Et exemple de Presse Océan, voilà, sur la séance du conseil municipal, on propose un live tweet et après cette série de tweets peut donner lieu à un article dans l'édition du soir. Donc sur les événements chauds, en tout cas, on le voit de plus en plus. Et ça permet d'intégrer aussi des contributions d'autres personnes qui publient sur Twitter. Et ça, c'est également une richesse. Et là, alors, j'y viens justement la question des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on fait avec les réseaux sociaux ? On a mené une étude là, on est venu la présenter. Tous les éditeurs nantais disent oui, il faut être sur Facebook. Évidemment, il faut être sur Facebook. Ils investissent de plus en plus de temps sur Facebook. Mais avec quelle stratégie à terme ? Ça, c'est moins, c'est moins clair. Un chiffre. Alors, c'est un chiffre qui provient d'un outil d'audience qui est utilisé par pas mal de médias anglo-saxons. Et au cours de 2015, en fait, ça c'est sur les sites d'information américains, eh bien Facebook est passé devant Google. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où Facebook n'a amené que 10% de l'audience aux sites d'info américains en 2010, il en amène quasiment 40%. Aujourd'hui, et Google ça a un petit peu baissé mais ça se maintient. Donc vous avez des sites comme BuzzFeed par exemple. BuzzFeed c'est 80% de l'audience qui vient de Google et des réseaux sociaux. Il n'y a que 20% qui vient de leur site. Et BuzzFeed est cité comme un exemple en termes de croissance en tout cas. Du coup, ces questions qu'on posait, les réseaux sociaux, remède et le poison, c'était un clin d'œil à Bernard Stiegler. Je vous invite à lire. Alors c'est en anglais, mais ce texte très intéressant d'Emily Bell. Emily Bell, elle dirige un centre d'études sur l'info digitale à New York, le Tow Center. Elle est aussi responsable des éditions numériques du Guardian, le grand quotidien anglais. Et son article, là, publié la semaine dernière, s'appelle « Facebook is eating the world ». Facebook avale le monde, avale le journalisme. Et elle s'inquiète parce que, d'ailleurs, son journal auquel elle appartenait, le Guardian, vient d'annoncer qu'il supprimait 250 emplois, c'est pas rien. Et alors que le Guardian a des audiences, n'a pas arrêté de croître en termes d'audience sur le web. Et elle s'inquiète parce que là, Facebook ne se contente plus d'apporter de l'audience. Facebook propose maintenant l'hébergement. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez déposer directement, Facebook va être votre plateforme de publication. Et puis Facebook se propose d'être votre régie publicitaire aussi. Donc à partir du 12 avril, là, tous les éditeurs, même nous tous, hein, si on a un blog, on va pouvoir publier directement sur Facebook et transformer. C'est comme si Facebook, en l'espace de 5 ans, c'est ce qu'elle dit, avait remplacé les imprimeries, les réseaux de distribution comme Prestalis, les régies publicitaires des groupes de presse, et que vous deveniez dépendant d'un seul acteur. Donc elle dit que ce changement en 5 ans, il est plus important que ce qui s'est passé en 500 ans dans l'histoire des médias. Vraiment, ça mérite réflexion. Et c'est vrai que les éditeurs aujourd'hui se disent qu'est-ce qu'on fait sur Facebook. On voit bien, ils sont sur le quai. Voilà, c'est ce que certains aussi appellent la plateformisation des médias. Donc là, si vous voyez, c'est la nouvelle application Facebook là, qui s'appelle Instant Article. Donc Instant Article, ça vous promet quoi ? Ça vous promet déjà, vous chargez vos contenus sur Facebook. Facebook vous promet un affichage beaucoup plus rapide que si vous aviez mis un simple lien vers votre site.
Facebook vous promet une exposition beaucoup plus forte. Ces contenus-là sont privilégiés dans le fil d'actualité. Ils vont remonter. Parce qu'il y a un algorithme qui trie tous les contenus sur Facebook et qui va juger de ce qui est intéressant ou pas pour vous. Et puis derrière, il vous propose de partager les revenus. Il s'occupe de la pub, si vous voulez. Et Google va faire la même chose avec une solution qui s'appelle AMP. Et puis tous les réseaux sociaux s'y mettent. Voilà, donc je vous parlais des chiffres tout à l'heure de Télé Nantes, là, 574 000 vues de vidéos sur le seul mois de février pour Télé Nantes. Ben ça, c'est aussi l'effet des plateformes et l'effet Facebook. Après, est-ce que Télé Nantes va pouvoir monétiser ça? Est-ce que Télé Nantes va gagner de la pub demain grâce à Facebook ou grâce à Google ou plateformes de façon significative? Qui peut le dire? On verra sur les 5 prochaines années. En tout cas, moi j'ai en tête une époque pas si lointaine où Google vous promettait des revenus sur la publicité. C'est-à-dire que sur votre site, vous acceptiez des espaces Google. Google y mettait ses pubs. Il fallait vraiment faire un trafic monstrueux pour que ça commence à vous rapporter un petit peu, quoi. 6e point, c'est les nouvelles collaborations. Ça, c'est quelque chose d'important également. Collaborer entre médias, ça se fait pas tant que ça, finalement. Même encore là aujourd'hui en 2015. Alors West Media Lab, on sert à ça. On crée aussi des moments où les médias vont se rencontrer, vont travailler ensemble. Mais ça, je trouve que c'est quand même encore assez timide, mais faute de temps aussi. Parce qu'évidemment, une collaboration, ça suppose de mettre un peu des choses à plat, de prendre du temps. La contribution entre médias, techno et labo. Les décodeurs dont je vous parlais tout à l'heure, ils travaillent avec le labo de l'Indria à Rennes et avec une start-up qui fait travailler des robots journalistes. Voilà, et ils travaillent dans cette dimension-là pour vérifier l'info, déjà, être capable de vérifier une info truquée, trafiquée sur les réseaux sociaux, ou pour pouvoir éditer automatiquement les résultats des élections ou les résultats sportifs, enfin tout ce qui est fastidieux et répétitif pour les journalistes, pour que ça puisse être traité par des programmes. Et puis, entre les métiers, faire collaborer journalistes, designers, informatique, marketing. Il y a aussi certains parlent de séparation de l'Église et de l'État entre la rédaction et les équipes pub. Ça a du bon, c'est sans doute mais en même temps travailler avec l'analyse que peut apporter la publicité. Un journaliste savoir ce que devient son article, quelle est son audience de son article. C'est peut-être des choses aussi qui sont intéressantes à maîtriser. Donc voilà, je vous ai parlé des HibLab, donc sur le data journalist. Voilà un exemple d'hybridation, de collaboration. À chaque fois, une centaine d'étudiants et une dizaine de médias qui participent à chaque édition. Et puis je pouvais vous parler aussi ça je pensais aussi l'effet West Media Lab. Aujourd'hui il y a Polytech, l'école d'ingénieurs, qui travaille avec Comemédia, qui travaille avec le journal des entreprises, qui travaille avec Sun, et donc ça permet d'impliquer des étudiants ingénieurs en informatique sur des métiers qui font quand même assez défaut aujourd'hui dans les médias, de les impliquer sur des projets de développement numérique. 7e point, comment on réagit face à la désintermédiation. Enfin, le fait qu'aujourd'hui, ça c'était le soir de l'élection du pape François, tout le monde est média, tout le monde produit, tout le monde n'est peut-être pas journaliste, mais tout le monde produit du contenu, en tout cas, ça c'est sûr. Sur Nantes, par exemple, vous pourrez citer Madeon, là, qui est un artiste en musique électronique. Voilà, il s'est fait connaître via YouTube, il n'a pas eu besoin des médias nantais pour exister. Les joueurs du FC Nantes ont une audience considérable sur Twitter, pour certains d'entre eux, pour quelques stars du club. Est-ce qu'ils ont besoin des médias nantais pour exister auprès de leur audience? Les politiques aussi, quand on regarde comment un élu comme Francky Trichet aujourd'hui tweet, il interagit directement avec les Nantais, avec son audience, avec les acteurs des entreprises ici, sans que ça se passe ou sans que ce soit organisé avec un média. Un entrepreneur aussi peut, on connaît tous quasiment, je pense, Simon Robic, qui est très connu à Nantes parce qu'il a été un des premiers à aller sur Twitter, à bloguer, et aujourd'hui il continue d'avoir une influence considérable sans être passé par les médias nantais. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces acteurs-là? Comment on compose? Quelle place on leur donne?
peut-être qu'il faut les intégrer d'une manière ou d'une autre dans la rédaction, ou les inviter dans les rédactions, ce sont des relais des influenceurs. En tout cas, c'est une question que se posent toutes les rédacs. Et il y a des tentatives aussi de rédaction ouverte. Je vous montre celle de rue 89. À rue 89, là, le 29 février, ils faisaient une conf de rédac ouverte. Voilà. Vous voulez savoir ce qu'il y aura dans les prochains mois sur rue 89 à Strasbourg, vous venez faire la conférence de rédaction avec nous. Ça, c'est sans doute aussi une chose qu'on va voir se développer. Un exemple à Nantes, dans un autre registre, la dernière session budgétaire du département de Loire-Atlantique, elle a été ouverte au chat. Et donc les internautes, en l'occurrence c'est Philippe Grosvalet via Twitter, mais il n'y avait pas que lui, pouvaient intervenir et poser des questions sur la session en cours. 8e point, c'est le financement public. Quand on fait ce travail aussi, même nous, je pense, on ne voyait pas à quel point le financement public est important aujourd'hui dans l'écosystème des médias locaux. D'abord, il y a les aides à la presse. Les aides à la presse, c'est considérable. Si vous intégrez la TVA, etc., on va vers le milliard. Il y a une TVA à taux privilégié à 2,1 pour les éditeurs de presse. Et puis, il y a les aides aussi, directes ou indirectes, qui sont données aux éditeurs de presse pour se moderniser, se développer. Donc Ouest France en 2014, 8 millions d'aides à la presse. Tu as dû mettre, Philippe, je crois, le chiffre de Presse Océan, mais 1,5 million. Voilà. Donc ça, c'est quand même tous les ans. C'est d'ailleurs un système qui est dénoncé par les petits éditeurs aujourd'hui, parce que l'essentiel des aides va vers les gros. Et on avait une table ronde à laquelle participait Walter Bouvet, le directeur de Terra Eco. Et lui, il ne décolérait pas contre ce système-là. D'ailleurs, ces chiffres-là, on les a depuis peu de temps, parce qu'avant, on ne les connaissait pas, ce n'était pas transparent. Et il trouve que les aides ne sont pas assez tournées vers l'innovation et vers l'émergence de nouveaux médias. Donc ça a peut-être tendance, ce système aussi, à figer un peu le paysage en place. En tout cas, c'est une question que les éditeurs se posent. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que sans ces aides, la situation sera encore plus compliquée pour les quotidiens régionaux. Une illustration que j'ai tirée du bilan de la Frappe. Donc ça, c'est les subventions des radios associatives en Pays de la Loire. Donc vous voyez que les radios associatives en Pays de la Loire, 66%, ça vient des subventions publiques. Et les subventions publiques, ça représente à peu près, pour 2014, 2 millions des radios associatives. Donc, j'avais donné le chiffre de Télé-Nantes aussi tout à l'heure, on a beaucoup de médias qui dépendent à 2/3 des finances des collectivités locales, ou qui dépendent à 100%, comme France 3 ou comme France Bleu, de la redevance. Voilà. Et là, il y a un détail sur comment sont répartis les fonds des radios, et à noter qu'il y a il y a une petite baisse. Enfin, principalement, c'est le fonds des radios. Donc, c'est un système où toutes les radios nationales contribuent et puis se reverser. Il y a une partie qui est reversée aux radios associatives. Voilà un petit peu. Et bon, évidemment, ça pose question dans un moment où les budgets des collectivités locales baissent. Donc, en tout cas, il est clair qu'à Nantes, on a une pluralité, un nombre plus important qu'ailleurs, que dans d'autres villes, de médias, et que c'est lié aussi au fait qu'il y a un financement public important. Question aussi, est-ce qu'on va aller vers de nouvelles coopérations entre les éditeurs et les collectivités? Parce que là, jusque-là, on était sur de la subvention. Exemple de choses qui se font, par exemple, Info Local, qui est le portail d'annonces, l'agenda, si vous voulez, de Ouest France. Eh bien, cet agenda, aujourd'hui, il y a un accord avec le département de Loire-Atlantique, c'est le cas aussi avec Rennes Métropole. Et l'agenda qui est proposé pour le département de Loire-Atlantique ou pour la ville de Rennes, eh bien, il vient des données d'Info Local. Donc on peut trouver aussi comme ça des partenariats nouveaux. Autre exemple qui avait été décrié par certains, mais en tout cas c'est des choses qu'on voit se développer. France 3 avait passé une convention sur 3 ans, là, qui s'achève, avec la région Pays de la Loire pour
promouvoir le fait régional à travers un certain nombre de programmes. Donc là, il y a un programme, par exemple, qui s'appelait ID Buzz, qui était un peu sur l'innovation en Pays de la Loire. Et ce programme était diffusé sur France 3, produit par Pois Chiche, et financé essentiellement par la région. Hein, donc des formes de programmes aussi sponsorisés qui peuvent se développer au-delà des conventions d'objectifs et de moyens que les médias peuvent avoir avec les collectivités. 9e question, et on approche de la fin, c'est comment diversifier ses contenus. Parce que c'est source de revenus. Ouais, je fatigue. C'est source de revenus. Oui, parce qu'à partir du moment où la vente et la pub, la vente au numéro, pour ceux qui vendent leur contenu ou la pub baisse, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Donc, exemple, ça c'est une vraie réflexion dans les rédacs aujourd'hui. Est-ce qu'on fait du brand content, du contenu pour les marques ? C'est pas un truc nouveau, le brand content. Hein. Depuis longtemps, il y a des publi-reportages dans les journaux ou sur les télés, des programmes sponsorisés. La Minute du Banquier, voilà, sur une télévision ou en radio sponsorisée par le Crédit Agricole. Mais ça a tendance à se développer aussi avec le numérique, notamment, BuzzFeed en a un très bon exemple, notamment parce que maintenant, de plus en plus de personnes mettent des bloqueurs de pub sur Internet, etc. Donc du coup, on essaye d'amener le contenu dans l'article ou sous l'article ou d'autres manières. Donc ça, c'est déjà ce qu'on appelle le native advertising. Enfin voilà, on met le contenu dans l'article. Et c'est plus un espace publicitaire distinct. Et puis il y a pas mal de médias qui ne le disent pas toujours d'ailleurs. Donc je vous dirai pas lesquels, mais certains le font en marque blanche. Ils produisent du contenu pour des marques. Hein, donc ils font un travail d'agence en fait de production de contenu pour des annonceurs. Et voilà, le Télégramme a créé une agence, par exemple, qui fait ça aujourd'hui. Alors, c'est séparé des activités du journal, mais c'est une vraie diversification en cours. L'événementiel aussi. Là, c'est rue 89 Lyon qui organise des débats autour de manger de la viande aujourd'hui. Mais on a les forums de Libé, Le Monde fait son festival maintenant. Donc l'événementiel est un vrai levier aussi de diversification. En plus, ça fédère les fidèles. Ça fait les lecteurs fidèles, ça crée des communautés. C'est souvent un prolongement qualitatif des contenus que propose le média. Ça, c'est quelque chose qui se développe très fort. La formation, il y a pas mal de médias qui développent de la formation. Rue 89, à un moment, 80% de leurs revenus, c'était de la formation. Rue 89 à Strasbourg ou à Lyon propose de la formation. Un exemple local, c'est Comme Média. Comme Média a lancé cette année un format des matinées qu'ils ont appelé les XXL, matinales XXL. Donc c'est des gens qui viennent parler du marketing, du digital, faire partager leur expérience. Et Comme Média fait payer l'entrée pour la matinée et sans moyen de se former. Voilà. Et ça c'est aussi parfois plus lucratif que de vendre des publicités. Voilà, et puis le 10e point, et puis je vais en terminer là, c'est un peu la grande question, c'est comment avec tout ça, on réussit aujourd'hui sa transition numérique. Ça se pose dans tous les secteurs d'activité quasiment aujourd'hui, mais c'est très sensible, difficile sur le secteur des médias, parce qu'on a une multiplication des supports, et on n'a pas une multiplication des moyens qui va en face. On a plutôt une baisse des moyens, une baisse quand même des effectifs. Donc évidemment, ça suppose des réorganisations. Il faut donner aussi envie aux équipes de changer. Voilà, donc tout ça est en cours. Nous, c'est notre grand sujet à West Media Lab. Enfin, c'est pour ça qu'on a créé le cluster et on essaye de faciliter les choses à ce niveau-là. Voilà, merci de votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long. Quelle heure il est? Bon. Et de ne pas vous avoir assommé avec tous ces chiffres que vous pourrez retrouver. On a quelques corrections à faire. Et puis on mettra les sources aussi sur le document. Donc vous pourrez retourner sur le document en ligne. Et je vous fournirai un texte aussi. Voilà, un peu avec les chiffres clés. Et je profite ici sur l'échange. Je vois qu'il y a plusieurs éditeurs qui sont présents. Et des gens qui connaissent bien les médias à Nantes. Donc ils peuvent aussi, je pense, apporter un autre regard. Parce que voilà, c'est
C'est notre regard, mais ça n'est qu'un regard. Très bien, bah, effectivement, je comprends pourquoi il y avait 100 diapos, il y a de la matière. Je suis sûr que ça va sûrement vous intéresser et sans doute susciter quelques questions. Alors, qui se lance en premier? Franck Barraud. Oui, merci pour cette présentation. Moi, j'avais une question qui est un peu anecdotique par rapport au sujet qui nous préoccupe, mais dans les aides à la presse nationale, j'ai vu un chiffre apparaître pour le Figaro qui m'a fait bondir, et qui est le double pratiquement de Ouest France, en aide directe, le triple, je ne sais plus, on est, non, le double, on est à 15 millions. Qu'est-ce qui explique une telle différence ? Je ne sais pas. Après, il y a je ne sais pas. Si quelqu'un a une réponse sur les aides à la presse ? Oui, Philippe, toi, tu connais bien ce sujet, Philippe Guineuf. Philippe Guineuf, peut-être alors. Ah, d'accord. C'est un rapport avec la diffusion, peut-être avec la diffusion nationale. C'est un rapport avec la diffusion, c'est un rapport avec le nombre de supports aussi ? C'est un rapport aussi avec le territoire qui est couvert, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut bien voir quelque chose, c'est qu'à l'époque où les aides à la presse sont nées, c'est lié aussi avec Prestalis et toutes ces institutions-là, l'objectif était de réussir à informer correctement le pays, à la base. C'était le souhait. Et du coup, les aides, notamment pour les quotidiens nationaux qui couvraient l'actualité nationale et qui, du coup, étaient diffusés partout en France, les aides n'ont rien à voir avec les aides locales, puisque par définition, couvrir un territoire comme la France en entier, ça n'a rien à voir avec quand on est un journal local. Il y a plein de frais induits. Tout à fait. Voilà. Il y a des aides à la distribution, au portage. Voilà. Ouais. Ensuite, alors. Par contre, c'est en ligne maintenant, les détails des aides à la presse. Hein. Donc, si ça vous intéresse, on a tout le détail. Oui, vous êtes assommé. Il y a eu trop d'infos. Trop d'infos, tu l'info. Moi, je veux bien en poser une sur ce qu'est le métier de journaliste par rapport à tout ça, et notamment sur la façon dont on mesure leur travail. Dans un quotidien papier, c'est difficile de mesurer quels sont les articles les plus lus, quel est le journaliste qui fait les plus fortes audiences. Par contre, avec le numérique, on sait qui est lu, donc ça peut changer sa manière de rédiger. Et je dis ça pour l'anecdote, mais pour connaître des gens qui travaillent dans ces milieux, notamment dans les journaux technologiques, ils ont tendance à dire alors je fais un peu de journalisme, mais je m'appelle éditeur de contenu. Et après 2 bières, je dis que je suis une putaclic. Alors l'expression est pas très jolie, mais ils emploient cette expression en disant mais voilà, il faut faire du clic. Et donc la manière de faire un article n'est pas du tout la même que pour l'écrit, quoi. Et est-ce que ça peut avoir des conséquences importantes sur la manière d'exercer le métier de journaliste, parce que qui sont quand même assez bien secoués par ces évolutions. Et quel type d'évolution on peut avoir? Oui, bah là, c'est une question sur la qualité aussi de ce qui est produit. Oui, avant ça, c'était le sort qui était réservé aux journalistes de télévision, parce qu'on était en télévision, on était quasiment les seuls à avoir moi, quand je travaillais en télévision, à avoir des audiences au jour le jour. Et donc, du coup, quand on faisait une émission sur un sujet un peu plus pointu, on constatait que ça n'avait pas suivi en termes d'audience. Et là, maintenant, avec Internet, tous les journalistes ont différents indicateurs, que ce soit sur les réseaux sociaux, la popularité de leur article, sur Twitter, sur Facebook, sur l'analytics du site Internet. Déjà, ça a changé la façon de titrer, c'est sûr, parce que là, en termes de référencement, on va chercher des mots-clés qui vont favoriser la remontée de l'article quand on va faire une recherche sur Google. Il vaut mieux qu'il y ait de faire en sorte qu'il y ait un titre un peu, les titres à la Libé, vous voyez, les titres un peu décalés, un peu. On ne peut plus faire ça sur Internet. Il faut si l'article parle de Sarkozy, il faut absolument Sarkozy dans le titre. Parce que ça va être essentiel pour le référencement. Et après, évidemment, ça fait un ranking, un classement des articles qui marchent le mieux. Et ça, c'est très trivial, parce que on sait que n'importe quelle info, un peu avec du people et des trucs un peu avec du sexe et un peu des choses anecdotiques, on va faire beaucoup plus de buzz
Mais ça, c'est le lot de toutes les rédacs. Alors avant, on ne le mesurait pas sur le journal papier. Maintenant, est-ce que du coup, tout va prendre cette tendance-là? Je pense qu'il faut aussi se dissocier du flow, de la duplication de contenu qu'il y a partout. Donc je suis pas sûr que... Si l'objectif est la course au clic, oui. Si l'objectif, en revanche, est de fidéliser peut-être 10% des gens qu'on touche, mais que ceux-là s'abonnent et payent pour l'info, à mon avis, non, on va être moins sensible à ce type de pression. Oui. Ouais, Vous vous présentez peut-être parce que... Je m'appelle Yvan Lafort, je travaille pour Radio Nantes. Je voulais apporter un truc justement sur la façon d'écrire. C'est il y a certains journaux comme Vice par exemple qui se positionnent pas du tout sur de référencement naturel pour les titres, mais donc du coup qui ont vraiment une identité en fait et qui là ils peuvent se permettre de faire des titres et d'écrire d'une façon différente. Mais comme tu dis, c'est ils sont appropriés une partie du lectorat qui est vraiment fidèle à leurs articles. Mais par contre, ils vont pas aller chercher des nouveaux auditeurs, des nouveaux internautes en fait. Vice, pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de CNN branché des jeunes. Ils font quoi. des articles de société, souvent destinés à un public relativement jeune. Mais par contre, c'est vraiment un journal décalé en fait, donc ils ont une vraie identité. Oui, il y a des mains qui se lèvent. Allez-y. Jean-Claude Charrier, Conseil de développement. Et observatoire des médias quand même. Oui, je suis un grand consommateur de presse écrite par abonnement, effectivement, et je trouve que ça me coûte cher. Mais je pense que dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, on n'a pas toujours exploité toutes les possibilités qui pouvaient exister pour développer la diffusion, améliorer les recettes. Je prends un exemple. Le quotidien, aujourd'hui, tel qu'il est distribué, c'est pire que du poisson frais. C'est-à-dire que dès le lendemain, il faut qu'il soit remballé, qu'il soit réexpédié à l'éditeur, etc. Alors que beaucoup de journaux, enfin presse nationale, mais aussi je pense presse locale, ils ont de l'intérêt même le lendemain ou le surlendemain. Et si on voulait améliorer la diffusion, permettre à des nouveaux publics, je pense en particulier à des étudiants ou autres, qui pourraient accéder à la lecture de ces journaux papier, eh bien pourquoi pas le vendre le lendemain à 50% de son prix et le surlendemain à 25%, etc. Alors on va me dire, ah oui, mais c'est pas possible parce que le syndicat de ceci, etc., enfin, les systèmes de distribution. Mais effectivement, si on se met à plat ventre devant toutes les rigidités, eh bien effectivement, on verse des larmes de crocodile en disant, la presse écrite se meurt, et puis on fait la croix dessus. Commentaire? Non. Non, je trouve que l'idée est intéressante. Après, est-ce que les jeunes vont, même si c'est offert, hein, même si le quotidien le régional est offert, est-ce qu'ils vont le prendre en main? On est souvent sur les campus avec West Media Lab. Il y a tout le temps un présentoir avec Ouest France. Même dans des écoles de communication, je peux vous dire que c'est pas tellement pris en main. Et pourtant, le journal, il est là, il est offert. Si vous allez à McDonald's, il y a Ouest France gratuit. Regardez qui lit le journal. C'est quasiment que des gens de notre âge. Donc c'est compliqué, je pense quand même. Au-delà d'offrir les invendus, il y a une problématique. Oui. Faut parler avec le micro, hein, parce qu'on enregistre. Donc, en revanche, peut-être une piste, c'est l'édition hebdomadaire. Je sais que les éditeurs y réfléchissent. Proposer une édition du week-end où on va retrouver les meilleurs articles de la semaine. Quoi. Oui, moi aussi, ça j'achète. Alors, on reprend, mademoiselle. Non, c'était un peu pour reprendre un peu ce que tu disais, Julien, au départ sur vous n'avez pas trop axé sur la qualité forcément de l'information, plus sur les chiffres. Et justement, je me disais que on est très encore dans cette transition où on pense à l'audience en termes de chiffres parce qu'on pense aux annonceurs. Quand on pense aux médias, on pense que aux annonceurs. Je pense que c'est la fin de ça et que les annonceurs vont justement passer par Facebook sur d'autres contenus qui sont sur d'autres choses et peut-être que les médias vont revenir à des petites audiences et pour ne pas essayer de plaire à tout le monde et peut-être du coup retrouver des lecteurs de cette manière aussi, parce que si on continue à viser la plus grande audience et à viser que les annonceurs en faisant du brand je sais pas quoi là, je pense pas qu'on ira
très très loin, et les lecteurs non plus, et les journalistes non plus. Voilà. Est-ce qu'on peut dire un mot, pour rebondir sur ce commentaire, est-ce qu'on peut dire un mot du Canard enchaîné ? Ah ouais, on peut, oui. Moi, je sais pas si je peux... Non, mais c'est juste parce qu'il n'y a pas de publicité, ils n'ont pas d'édition numérique. Alors, c'est pas apparu dans les graphiques, mais c'est un média qui, justement, est un peu à l'opposé de tout ce qui se passe. Enfin, en tout cas, résiste. Et peut résister longtemps. Avant les événements Charlie Hebdo, le Canard était en perte de vitesse. Hein, et commençait à pas aller très très bien, le Canard enchaîné. Mais depuis 2 ans, je sais pas comment ça se passe. Évidemment, on a un contexte un peu particulier. Mais une chose est sûre, il y a toujours des titres papier qui fonctionnent. Et il y en a même qui sont lancés avec succès encore aujourd'hui. On donne l'exemple de la revue 21, mais il y en a beaucoup d'autres. Je crois que le 1, la nouvelle revue, ça fonctionne bien aussi. Donc on peut lancer aujourd'hui des titres sur papier. Et ça s'associe. Ceux qui disaient il y a 5 ans le papier est mort en 2015, on l'a entendu ça. Hein. Moi j'en avais des discussions il y a 5 ans, des gens qui nous disaient dans 5 ans il n'y a plus de papier, dans 5 ans plus personne n'achète de l'info. On n'en est pas du tout là. Et je pense qu'on peut se revoir dans 10 ans, il y aura encore du papier, il y aura encore des gens pour acheter de l'info. Et peut-être Jeanne qui a pris la parole, juste expliquer aussi, parce que tu es journaliste et on se connaît, elle prépare un nouveau magazine, nous parler du magazine que tu vas lancer. C'est gentil. Je sais pas si après tout ce qu'on vient de dire, c'est le moment, mais en tout cas, ça m'a pas déprimé, donc ça va. Le but, c'était pas de démoraliser les éditeurs. Non, mais c'est bien, ça m'a pas démoralisé, parce que je me dis que ça m'a plutôt conforté, même si je ne dis pas que ça va être une aventure facile. L'idée, c'est de croire à la presse locale, de croire au contenu qualitatif et qui prend son temps, donc comme on disait, pas forcément miser sur l'actu, ni sur le web, mais sur le papier et sur le mensuel. Et en fait, on prend le parti de parler des enjeux de société à travers les nouvelles solutions qu'on propose juste à côté de chez nous, de proximité, qu'on trouve à la fois dans le numérique, comme dans l'économie sociale et solidaire, dans le développement durable chez les citoyens, comme dans les entreprises, les collectivités, l'université, qui sont toutes autour de nous. Et ça s'appelle ça s'appelle le MAP, le magazine des autres possibles. C'est tout petit, ça prend pas beaucoup de place et ça coûtera pas très cher, ça coûtera 2 €. Et en fait, on a calculé qu'avec 3000 lecteurs, ça tient, donc c'est toute petite audience, et c'est possible, enfin ça nous paraît possible, surtout si on parle de choses qui sont pas forcément... qui abaissent pas forcément le débat, mais qui donnent peut-être envie aux gens aussi de retrouver leur propre action dans la ville aussi. Et ça va être une aventure papier d'abord. Voilà, c'est du papier. Comme quoi. Voilà. Oui, moi j'avais une question sur les contenus. Le numérique a fait bouger évidemment tous les usages des médias, mais est-ce que vous avez des études sur les rubriques, en fait? Comment, par exemple, autrefois, un quotidien d'information, je parle pour l'information générale, hein, un quotidien c'était l'international, le national, régional, éventuellement pour un journal régional, les faits divers, etc. Est-ce que le numérique a fait bouger complètement cette approche par rubrique ou pas? Moi, j'ai pas vu d'études sur ce sujet. Surtout, ce serait intéressant une étude sur une série longue, qui regarde comment ça change sur 20 ans, sur 10 ans, pour pouvoir déceler des évolutions. En revanche, peut-être une manière de répondre, c'est que je note qu'un nouveau pure player là, qui vient d'être lancé par des anciens de Libé, qui ont quitté la Libération au moment où ça a été repris par Patrick Drahi. Donc il lance un site d'information qui s'appelle Les Jours, et ils n'ont plus de rubricage. Ils ont ce qu'ils appellent des obsessions, donc c'est des sujets qui vont changer au fil de leur propre intérêt ou au fil plutôt des grands thèmes. Donc là, ils ont une obsession en ce moment, une rubrique sur migration.
mais qui peut rester une rubrique pendant plusieurs mois, plusieurs années peut-être, hein, et puis ça changera. Et ça, c'est quand même une tendance qu'on voit sur les sites d'infos, c'est que devant les rubriques monde, société, économie, etc., maintenant on a des rubriques événementielles, élections, COP21, qui viennent souvent devant d'ailleurs. Donc l'événement prend le dessus sur la rubrique. Bruno Oui. du Conseil de développement. Je voudrais savoir sur le... Oui. Voilà, je voudrais savoir si la demande d'information croît, décroît ou reste stable. En d'autres termes, est-ce que le gâteau a évolué avec le transfert des médias classiques vers le numérique? Mais est-ce qu'il y a toujours une forte demande ou est-ce qu'elle diminue avec le numérique? De demande de la part des lecteurs, des auditeurs, des téléspectateurs. A priori, vu les chiffres auxquels qu'on observe sur le numérique, on peut dire que jamais les médias n'ont eu autant d'audience, quoi. Donc, je pense que le numérique a plutôt tendance à... ça baisse un peu sur les supports traditionnels, mais ça a tellement explosé sur le numérique que... Et puis, il y avait un chiffre là, du sondage Louis Harris là, qui disait 7 Français sur 10... je crois que c'est 88% des Français qui s'intéressent à l'actu. Enfin, on sent pas de désintérêt de ce côté-là, en global. Après, qu'est-ce que les gens consomment? Qu'est-ce qu'ils lisent? Qu'est-ce qu'ils regardent? Ça, c'est un autre sujet. Mais l'appétit, il est bien là et il se traduit par les audiences qui sont exponentielles presque, hein, sur le numérique. Oui. Jean-Claude Charlier à nouveau. À propos d'appétit, j'ai cru sentir tout à l'heure, lorsque vous avez parlé de Mars Actu, c'est-à-dire l'actualité de Marseille, etc., comme une sorte de regret que finalement il n'y a pas un petit peu l'équivalent à Nantes. Alors, est-ce que l'actualité nantaise n'est pas suffisamment riche finalement pour justifier un support dans ce domaine-là? Parce que moi, je vois beaucoup de choses qui concernent le culturel, l'écologie, la consommation, etc. Mais bon, il y a aussi une actualité locale qui mériterait peut-être des enquêtes, etc. Bon, non, enfin, je me trompe. Non. Mais non, je pense pas que ce soit... le problème se situe au niveau de la richesse de ce qui se passe sur notre ville. Je pense qu'évidemment, c'est pas ça la question. Moi, depuis une dizaine d'années que je suis là, j'ai eu plein de fois la discussion avec des journalistes... qui se posait la question de et si on lançait un Mediapart nantais? Et si on lançait un Rue 89 Nantes? Et après, on fait une règle de 3. Mediapart, 100 000 abonnés. C'est un succès, Mediapart. Enfin, 100 000, ça doit être plus que ça maintenant, peut-être 120, 130 000. Mais on fait une règle de 3. Donc sur 65 millions d'habitants, 100 000 abonnés. Combien d'abonnés sur 650 000 habitants? Et non, 1000. On tombe à 1000. Enfin, en faisant une règle de 3, est-ce qu'avec 1000 abonnés, à 10 euros par mois, qu'est-ce que je fais vivre comme rédac? Et là, ça devient tout de suite compliqué, quoi. Donc je pense que c'est pas un hasard si... je sais pas comment ils font à Strasbourg, mais en tout cas, si les pure players, ils sont plutôt, pour les grandes villes, à Lyon et à Marseille. Il y a quand même une taille de territoire. Ou alors, c'est sans doute une autre piste pour les pure players, c'est l'hyperlocal. Et là-dessus... si on regarde les anglo-saxons, ils ont le choc n'a pas été amorti comme ça l'a été ici avec les aides à la presse, les aides des collectivités, etc. Donc le choc a été violent. En quelques années, en Espagne, aux États-Unis, en Angleterre, c'est moins 30% de journalistes. On voit ces journalistes-là montent des sites d'information hyper locaux. Donc vraiment sur un quartier ou sur une ville. Mais c'est des rédactions composées de 1, 2, 3 personnes avec parfois des bénévoles, etc. Donc là, il y a des petits modèles à reconstruire. C'est un peu ce que disait peut-être Jeanne, hein, de petites équipes avec une audience très qualifiée ou c'est plus pointu. Enfin, l'hyperlocal étant une spécialité. Et on voit que dans la presse de niche, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de réussite que dans la presse généraliste. Peut-être comme ça que va se recomposer à l'avenir le paysage médiatique local, avec plus de petits éditeurs. Alors, est-ce qu'il y a encore une ou deux questions?
Et je pense que, vu le profil des personnes qu'il y a dans la salle, c'est l'heure de leur média préféré qui arrive là, la télévision pour l'information. Donc, France 3, non, c'est fini le 19-20. non, il n'y a plus de questions. C'est l'heure du petit journal là, dans un quart d'heure. Alors, nous allons lever la séance et je voudrais encore une fois vraiment remercier Philippe et Julien pour cet apport très, très dense et intéressant. Donc, si c'est pas trop leur demander, on essaiera de faire une séance comme ça régulièrement. Merci, bravo encore à vous.